Shingo est un pauvre type, seul et pas gâté par la nature, coincé dans son boulot de bureau sans avenir. Mais un jour, il se réincarne en noble dans un monde d'épée et de magie. Le seul hic, c'est qu'il a tellement de frères aînés qu'il est traité comme un pauvre paysan, moche de surcroît. Comment Shingo parviendra-t-il à devenir le plus puissant magicien du royaume et à vivre sans le moindre souci? L'épisode débute avec notre jeune héros, seul au milieu d'une terre désolée et aride. Des hommes robustes, armés de pioches, le fixent d'un air agressif. Le garçon lève la main et se concentre, sa magie s'accumulant dans son bras droit. Il libère alors un rayon magique, pulvérisant les rochers et les pierres devant lui, aplanissant ainsi le terrain. Derrière lui, les hommes l'acclament, puis reprennent leur travail, extrayant la terre. Le garçon, surnommé Well, observe ces hommes labourer la terre avec leurs pioches et emporter les pierres brisées. Un autre garçon l'approche et le félicite pour son usage de la magie. Même les ouvriers n'en reviennent pas que la magie du conte soit utilisée pour développer le terrain. Well sourit et s'apprête à partir, mais son majordome, Rodrich, lui demande son aide pour défricher davantage de terre. Quelques heures plus tard, un Well épuisé se téléporte enfin chez lui. Un groupe de jeunes filles l'accueille joyeusement à la maison et il les rejoint pour le thé. Elles commencent à le taquiner, disant que Rodrich le fait travailler comme un esclave, ni plus ni moins. Well admet qu'il y est déjà habitué, ayant travaillé dans des bureaux, mais les filles n'ont aucune idée de ce qu'il veut dire. Il retourne dans sa chambre, mais il soupire de déception. Bien que 10 ans se soient écoulés depuis qu'il était employé de bureau, il n'est toujours pas habitué à son nouveau monde. 10 ans auparavant, Shingo n'était qu'un employé de bureau ordinaire, coincé dans un travail sans avenir, rentrant seul chez lui pour se faire à manger. Une nuit, alors qu'il s'apprêtait à dîner tardivement, il s'est accidentellement endormi devant son repas. Mais quand il a rouvert les yeux, il s'est soudain retrouvé devant un tout autre festin. Il remarque alors sur une assiette un visage différent qui le fixe. Il était devenu un enfant dans un monde différent. Des musiciens jouent et on dirait qu'il est à une célébration de mariage. Au début, il a cru qu'il était simplement à l'étranger, mais toutes les personnes parlaient japonais. Il a supposé qu'il rêvait peut-être, mais c'était si réaliste, même le repas devant lui semblait si vrai quand il l'a touché. Il ferme les yeux pour se réveiller de son rêve, mais une voix lui dit de se lever, un vieil homme lui dit de se présenter à tout le monde. L'homme l'amène ensuite vers un groupe d'invités et presse Shingo de se présenter. Shingo panique en fixant tous les adultes qui le regardent de haut. Heureusement, un autre garçon plus âgé, nommé Heinrich, le présente comme son plus jeune frère, Wendelin von Benno-Baumeister, ou Well en abrégé. Est-il vraiment dans un autre monde, car ce nom sonne très allemand, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous, vous? Laissez un commentaire. Après cela, Heinrich s'assied à côté de Well et lui demande si son esprit était vide plus tôt. Well essaie de soutirer des informations à Heinrich et comme il n'a que 5 ans, Heinrich lui explique tout à nouveau. Aujourd'hui, c'est le mariage de leur frère aîné Kurt. Il a épousé la deuxième fille de Sir Meinbock, un chevalier. Leur père avait en fait du mal à trouver une épouse pour son héritier. Il était donc soulagé qu'une fille noble ait choisi d'épouser leur famille. Well apprend aussi qu'ils font en réalité partie de la noblesse, eux aussi. Au fur et à mesure que la nuit avance, de plus en plus de gens trinquent et savourent l'alcool. Well s'habitue encore à son nouveau corps et essaie de s'adapter à sa nouvelle situation. Il est au moins reconnaissant de comprendre la langue automatiquement et de pouvoir même lire les mots écrits sur les panneaux. Basé sur cette somptueuse cérémonie pour son frère, Well devine qu'ils sont probablement une famille assez riche et s'il est le 3e fils, cela signifie qu'il n'aura pas à se soucier de travailler ou de mourir de faim. Well reprend sa fourchette et retourne profiter du festin. Le lendemain, Well est perplexe quand le petit déjeuner servi devant lui semble étrange. Il était composé de pain sec et dur et d'une soupe qui n'était pratiquement que de l'eau. Sa famille savoure le repas comme d'habitude, mais en regardant autour de lui, Well remarque que les papiers peints se décollent, les tableaux au mur s'estompent et même leur table tient à peine, soutenue par des morceaux de bois. Quand son frère rentre de la pêche, Well l'interroge sur la situation de leur famille. Ils ont donné une fête si fabuleuse hier soir, alors pourquoi semble-t-il si pauvre? Heinrich lui explique qu'ils ne peuvent pas être radins quand ils ont des invités, ils doivent donc sauver les apparences, mais en réalité, ils sont fauchés comme les blés. Les murs fissurés étaient en fait juste recouverts de rideaux hier soir, et la nourriture qu'ils ont mangée était un menu spécial, mais maintenant, ils sont de retour au pain dur et à la soupe aqueuse tous les jours. Well ne comprend pas cela, pas du tout. Il est toujours le 3e fils d'une famille noble, il devrait donc toujours recevoir quelque chose, non? À sa surprise, son frère Heinrich salue alors un autre de leurs frères, Helmut, qui était parti chasser.
Deux autres jeunes hommes rejoignent leur conversation, Paul et Herman. Ensuite, Erich mentionne également que deux autres de leurs frères n'ont pas pu assister au mariage. Well réalise enfin qu'ils ne sont pas seulement des nobles pauvres, il est le 8e fils d'une pauvre famille noble. On dirait bien que ses parents se sont un peu trop amusés dans la chambre à coucher, hein ? Plus tard, Well essaie d'étudier son nouvel environnement. Ils sont dans le royaume d'Helmut, avec la capitale Stuttgart comptant 1 million de citoyens. Au sud se trouve le duché de Blechroder, mais encore plus au sud de celui-ci se trouve la campagne, le fief des chevaliers Baumeister. C'est un endroit très rural avec seulement 800 habitants et il est le 8e fils de la famille noble qui y réside. Well déprime à propos de sa nouvelle vie, mais il remarque alors ses trois frères dire au revoir à leur mère. Il court leur demander ce qui se passe et Heinrich révèle qu'ils partent en fait. Ils ne peuvent pas diviser leurs terres, donc frère Kurt héritera de tout et frère Hermann épousera la famille de la branche. Quant aux autres, ils devront commencer leur propre vie dans la capitale et cesser d'être nobles. Heinrich tapote la tête de Well et lui conseille d'apprendre déjà quelques compétences et d'arrêter de traîner. Well leur fait tristement signe de la main alors que ses frères partent. Il se dirige ensuite directement vers la bibliothèque familiale pour commencer à préparer son avenir. Malheureusement, tous les livres qu'il semble trouver sont soit des recueils de poésie, soit des romans d'amour. Alors qu'il remettait les livres sur l'étagère, il a accidentellement fait tomber une boîte. La boîte contient un morceau de papier et une boule de cristal. Quand Well lit le papier, il explique que la boule de cristal est un cristal d'aptitude magique qui peut mesurer le potentiel magique d'une personne. Well était sur le point de rejeter le papier car la magie ne pouvait pas être réelle, mais il se souvient qu'il est maintenant dans un monde différent. Il continue à lire et apprend que sur 1000 personnes, une seule a suffisamment de mana pour lancer des sorts magiques. Well sent déjà ses espoirs s'envoler, mais il continue malgré tout. Le papier explique en outre que la magie n'est pas héréditaire. N'importe qui peut avoir le talent d'être un grand magicien, ainsi, le cristal peut vous aider à découvrir si vous pouvez en être un. Well ne croit pas vraiment qu'il aura la chance d'avoir un potentiel magique, mais il décide que ça vaut le coup d'essayer. Il pose la boule de cristal sur le bureau et essaie d'y projeter son mana. Cependant, rien ne se passe, c'est exactement ce que Well avait prédit, il n'est donc pas vraiment déçu. Mais à sa grande surprise, la boule se met brusquement à briller d'une lumière blanche éclatante. Pendant ce temps, au fond de la forêt, un homme aux cheveux longs ressent une perturbation et regarde autour de lui. De retour au château, Well est toujours choqué que la boule de cristal ait réellement réagi à lui. Il ramasse le papier et essaie de découvrir ce que cela signifie. Selon le texte, la boule brillera comme un arc-en-ciel s'il a une grande aptitude pour la magie. Ainsi, il conseille à l'utilisateur d'apprendre la magie grâce à des guides spécialisés. Well commence à fouiller la bibliothèque à la recherche de ces manuels. Cependant, tout ce qu'il trouve, ce sont des romans, des guides de voyage et des recueils de poésie aléatoires. Il n'y a aucun livre de magie nulle part. Son père arrive alors à la bibliothèque cherchant Well. Well essaie de demander à son père s'ils ont d'autres livres, mais son père admet qu'il ne sait pas lire, donc ils n'ont que 7 seules pièces de livres. Il demande à Well d'aller dans la forêt pour ramasser du bois de chauffage. Plus tard dans la forêt, Well essaie de lancer de la magie avec un bâton au hasard, mais quoi qu'il fasse, il ne semble pas pouvoir activer sa magie. Il s'affaisse au sol, triste, mais une voix se met soudain à lui parler. Elle venait d'un homme aux cheveux longs qui descendait du ciel comme en lévitation. L'homme était ravi d'avoir enfin trouvé quelqu'un sur la même longueur d'onde que lui. Il s'agenouille devant Well et lui demande son nom, mais Well tremble de terreur et essaie de l'effrayer avec son bâton. L'homme s'excuse de l'avoir effrayé et jette doucement le bâton. Il explique à Well qu'il est un magicien. Pendant ce temps, le bâton que l'homme a jeté tombe d'une falaise voisine et déloge accidentellement un gros rocher. Le rocher dévale la falaise et secoue les environs à l'impact. L'homme et Well regardent en bas de la falaise pour voir ce qui s'est passé et ils voient que le rocher a en fait atterri sur un énorme sanglier. Le sanglier repousse le rocher et les repère en haut de la falaise. Pensant qu'ils essayaient de le tuer, le sanglier charge le flanc de la falaise. Le sanglier pousse un rugissement perçant et Well essaie de s'enfuir. Cependant, l'homme attrape brusquement Well et l'empêche de fuir. Il tire Well en arrière et pointe les mains de Well vers le sanglier. Il l'exhorte alors à visualiser sa magie du vent. Well hurle, mais l'homme commence à expliquer qu'il doit d'abord imaginer son mana circulant dans tout son corps. Ils commencent tous deux à briller d'une lumière verte et l'énergie se concentre sur la main de Well. Well panique toujours alors que le sanglier charge vers eux, mais sa magie se concrétise enfin et un souffle de vent jaillit de sa main, repoussant le sanglier. Le sanglier est toujours en colère.
Cependant, cette fois, l'homme utilise sa propre magie pour le projeter de côté. Il se présente alors enfin comme un ancien magicien de la cour du duché de Blickrotor, Alfred Renford. De retour à la maison, Well est toujours constamment déçu par leur repas quotidien. Pour le dîner, ils ont du thé tellement dilué que c'est pratiquement de l'eau. Pendant ce temps, le thé qu'il a bu avec Alfred était fantastique, un vrai délice. Après leur rencontre avec le sanglier, Alfred explique, autour d'une tasse de thé, qu'il veut transmettre sa magie à Well. Well est curieux de savoir pourquoi, alors qu'il ne peut même pas le payer, mais Alfred veut juste un disciple, c'est tout. Avant de commencer l'entraînement, Alfred avertit Well qu'il doit garder sa magie secrète. Si les gens le découvrent, il pourrait insister pour qu'il soit le prochain seigneur à la place, ce qui mènerait à un conflit de succession. Le lendemain, leur première séance d'entraînement implique l'harmonisation des capacités. Cela signifie que Well serait capable d'harmoniser sa capacité de mana avec quelqu'un qui en a plus. Les deux se tiennent sous la main et commencent à faire circuler le mana à travers leurs deux corps. Well est stupéfait quand il ressent le mana d'Alfred pendant qu'Alfred le félicite. Il craignait que Well ne puisse pas égaler sa capacité de mana car les capacités sont déterminées à la naissance. Mais Well a même dépassé sa propre capacité et n'est même pas encore à son maximum. De retour à la maison, le père de Well regarde la boule de cristal dans leur bibliothèque familiale. Il se demande pourquoi la boule de cristal a bougé de son emplacement précédent. Il se souvient que Well était là l'autre jour et il rit. Son héritier, Kurt, rit aussi et il suppose que Well a probablement déprimé en voyant son manque de talent magique. Pendant ce temps, Well pratique en fait sa magie du feu. Alfred l'applaudit d'avoir appris une magie avancée même si quelques jours seulement se sont écoulés. Il a également apporté un panier de légumes de montagne car Well doit maintenir l'illusion qu'il ne fait que des corvées dans la forêt. Plus tard cette nuit-là, leur famille félicite Well d'avoir ramassé beaucoup de légumes. Kurt a l'air agacé, tandis que leur père demande à Well où il a trouvé un légume particulier. Ce légume ne pousse que de l'autre côté de la rivière, alors Well l'a-t-il traversé en volant, grâce à la magie. Il rit alors de l'absurdité de la chose, trouvant ça très drôle, tandis que Kurt commence à se demander si Well a réellement de la magie. Quelques jours plus tard, Well et Alfred volent dans le ciel, Well s'entraînant à utiliser la magie de Track. Well a senti la vibration et la topographie du terrain sous eux et quand il a trouvé sa cible, il a lancé un puissant rocher propulsé par le vent. Ils ont ensuite fait rôtir l'oiseau et l'ont partagé entre eux deux. Well avait même une bouteille de wasabi épicé qu'il a offerte à Alfred. Alfred n'a même pas semblé remarquer le piquant du wasabi, c'est dire. En savourant leur repas, Alfred avertit Well de ne pas s'aventurer trop profondément dans les bois. La forêt abrite encore de nombreux monstres bien au-delà du niveau de Well. La forêt contient beaucoup de denrées alimentaires et d'herbes rares, donc les gens y sont attirés, mais ils ne reviennent jamais. Après le repas, Well révèle à Alfred qu'il a l'impression que Kurt le surveille ces derniers temps. Où qu'il aille, Kurt semble le suivre et l'observer en secret. Alfred devine que Kurt a peut-être réalisé le potentiel magique de Well et s'inquiète pour sa position d'héritier. À vrai dire, Well n'aime pas vraiment être seigneur. Cela semble être une corvée et il ne veut pas non plus causer de problème à son frère. D'un autre côté, il n'a pas vraiment de projet pour l'avenir non plus. Alfred suggère qu'il pourrait essayer l'aventure, ce qui pique en fait l'intérêt de Well. Il ferme les yeux et s'interroge sur son avenir. Pendant ce temps, une aura violette apparaît brusquement dans le bras d'Alfred. Alfred attrape sa main et la cache de Well, il repousse l'aura, suppliant pour plus de temps. Heureusement, il réussit. Pendant le dîner, Well révèle ses projets de devenir aventurier à sa famille. Son grand frère semble heureux de cette nouvelle, mais leur père souligne qu'ils n'ont pas assez d'argent pour inscrire Well à l'Académie des Aventuriers. Lors de leur prochaine séance d'entraînement, Alfred montre à Well la ville où se trouve l'Académie des Aventuriers, la ville de Brightburg. C'est une ville marchande, donc tout le monde peut rejoindre des guildes de marchands. Well réalise qu'il peut gagner de l'argent en rejoignant une et en vendant des objets, mais d'abord, il doit apprendre à s'y rendre. Une façon de le faire est par la magie de voyage, spécifiquement la magie de vol. Alfred attrape alors Well par les bras avant de s'envoler haut dans le ciel. Au début, Well crie comme une petite fille jusqu'à ce qu'Alfred ralentisse et que Well voit le monde vaste et merveilleux tout autour d'eux. Plus tard cette nuit-là, Alfred doit à nouveau repousser sa sombre malédiction. Le lendemain, Well pratique sa magie de vol quand Alfred lui révèle que c'est leur dernière séance d'entraînement. Well essaie de lui demander de rester car ils ne s'entraînent ensemble que depuis 2 semaines, mais Alfred met fin à ses supplications. Pendant le dîner, leur père raconte qu'un mort murmurant a été aperçu dans la forêt.
C'est une créature mort-vivante qui ressemble à un humain et peut même parler aux gens. Néanmoins, c'est déjà un cadavre, donc il ne peut pas ressentir la douleur. Après quelques années, ce mort-vivant perdra sa conscience et deviendra un zombie. Well se souvient soudainement qu'Alfred était froid au toucher et qu'il avait mangé du wasabi épicé sans problème. Inquiet pour son maître, Well vole à travers la forêt sombre à sa recherche. L'obscurité le fait tomber au sol, mais il rencontre enfin Alfred. Well le prévient des morts vivants dans la forêt et essaie de l'entraîner, mais Alfred admet qu'il est en fait le mort murmurant. Il y a 5 ans, il accompagnait le duc à la recherche de médicaments, mais ils ont été attaqués par des monstres. Alfred a combattu pendant que le duc tentait de battre en retraite et finalement, il a trouvé sa perte quand son mana s'est épuisé. Cependant, il est devenu un mort-vivant parce qu'il a encore un souhait qu'il veut accomplir. Ce souhait est de pouvoir transmettre ses connaissances magiques. Alors, quand il a senti la présence de Well, il était fou de joie. Il peut enfin passer à autre chose. Tout ce que Well a à faire est de réussir son épreuve finale. Il veut que Well le purifie avec de la magie sacrée. Well essaie de protester, mais Alfred montre la non-mort qui se propage dans son corps. Il ne peut plus tenir longtemps et il deviendra un zombie. Alfred commence à enseigner comment utiliser la magie sacrée. Quand Well commence à lancer la magie, l'aura noire entourant Alfred commence à être purifiée et Alfred hurle de douleur. Néanmoins, il exhorte toujours Well à continuer. Les larmes commencent à couler des yeux de Well car il ne veut pas dire adieu à son maître, mais Alfred lui demande de se souvenir de tout ce qu'il a enseigné. Well s'incline et remercie Alfred avant de le libérer enfin de son état de mort-vivant. Alfred sourit de soulagement alors qu'il s'estompe lentement dans la lumière et il conseille à Well de vivre sa vie pleinement. Well hurle sa douleur et sa souffrance dans la nuit, mais il essuie ses larmes et sourit. Il promet de suivre les dernières paroles de son maître. Quelques années plus tard, Well fait signe d'adieu à sa mère alors qu'il quitte la maison pour accomplir son rêve de devenir aventurier. L'Académie des aventuriers est animée et pleine de bruit d'étudiants s'entraînant ensemble. Dans une salle de classe, de nouveaux élèves se présentent. Une jeune fille aux cheveux bleus se présente comme Louise, tandis qu'une fille aux cheveux roses se présente comme Ina. Après que Well se soit présenté, leur professeur distribue des papiers à remplir. C'est le fléau de tous les étudiants, un travail de groupe. Il devrait de former un groupe avec d'autres étudiants. Pendant le dîner, Well se sent déjà si seul car personne ne s'est jamais assis à côté de lui. À une table voisine, Louise et Ina bavardent à son sujet. Well était le seul étudiant boursier de leur promotion. Un autre garçon, un blond nommé Erwin, raconte que le pouvoir magique de Well est si élevé que même l'instructeur a renoncé à lui enseigner. Si quelqu'un parvenait à faire équipe avec lui, toute leur vie à l'académie serait un jeu d'enfant. C'est en fait pourquoi tout le monde semble déjà fixer Well et a peur de s'approcher de lui. Heureusement, Erwin a déjà un plan. Il suppose que Well est toujours seul parce qu'il est occupé à les évaluer. C'est pourquoi s'ils s'associent tous, avec Erwin comme meilleur épéiste, Louise la meilleure artiste martiale et Ina la meilleure lancière, ils pourront inciter Well à rejoindre leur groupe. Pendant ce temps, Well n'a toujours aucune idée de ce que les autres pensent de lui. Il décide de se faire des amis en partageant ses condiments, mais son plan fut interrompu lorsqu'un groupe d'étudiants a bruyamment confronté le groupe d'Erwin. Ils ont annoncé que Well rejoindrait leur groupe, les trios de la hache, et non le leur. Pendant ce temps, Well n'a aucune idée de ce dont il parle et il est juste jaloux de voir à quel point les autres sont déjà si proches. Alors il se rassoit tristement. Dans leur prochaine classe, leur professeur leur assigne d'aller chasser. Well est excité de former un groupe avec d'autres, mais il voit vite que tout le monde est déjà dans son propre groupe. À la table voisine, Louise se demande s'il devrait inviter Well, mais Erwin la coupe, disant qu'il pourrait décevoir Well s'ils sont trop pressés. Ils ont mal interprété le groupe solo de Well comme un défi pour eux de capturer plus de créatures s'ils voulaient atteindre son niveau. Quelques heures plus tard, les étudiants présentent leur proie à l'instructeur. Le groupe d'Erwin est assez confiant car ils ont attrapé 3 sangliers entiers. Quand Well entre, il sort un sac magique que lui a donné Alfred et commence à en extraire divers animaux. Bientôt, il remplit toute la table et même plus. Voyant sa force, le trio de la hache renonce à faire de Well un membre de leur groupe car il est clairement hors de leur portée. Les autres voient cela aussi et quittent la pièce. Pendant ce temps, Well, qui souffre de son succès, reçoit la prime pour ses prises. Il était sur le point d'inviter tout le monde à le rejoindre pour un repas. Mais quand il s'est retourné, il n'y avait plus personne, pas une âme. Cette nuit-là, Erwin raconte ses malheurs aux filles. N'étant pas les aînés, ils étaient traités comme de simples pions.
Le pire, c'est qu'en éveillant leur pouvoir, ils sont devenus bien plus doués que le reste de leur famille. Leurs parents et frères et sœurs les évitaient par pure gêne, ils sont furieux que leurs rêves soient piétinés, juste parce qu'ils sont nés après. Ils décident de ne pas abandonner et de se faire reconnaître par Well. Le lendemain, Irwin et les filles s'enfoncent profondément dans la forêt, mais se retrouvent aussitôt encerclés par des loups. Heureusement, Well chasse non loin et les détecte avec sa magie de traque. Il pourrait devenir leur ami, s'il les sauve, alors ils foncent rapidement sur les lieux. Erwin, Louise et Ina font de leur mieux pour repousser les loups, mais leur nombre supérieur s'avère trop difficile à gérer. Erwin est blessé et d'autres loups leur sautent dessus, mais Will arrive enfin. D'un seul sort, des pics rocheux remplissent rapidement la zone, repoussant les loups et protégeant les jeunes à l'intérieur. Plus tard, ils s'excusent auprès de Well pour le dérangement, expliquant qu'ils voulaient juste qu'ils les reconnaissent. Well était perplexe, mais les autres admettent que sa magie est vraiment de rang S et qu'il est dans un tout autre monde qu'eux. Ainsi, ils abandonnent l'idée de former un groupe. Well était sur le point de les arrêter, mais leur instructeur fait irruption et annonce joyeusement qu'ils sont tous invités par le duc à une fête. Leur classe était en effervescence face à cette invitation si prestigieuse. Cependant, un rabat-joie devine qu'ils ont probablement tous été invités parce que le duc essaie d'entrer en contact avec leur grand mage de camarades de classe. Well entend cela et est triste qu'ils aient une si piètre opinion d'eux-mêmes. Les seuls qui s'en fichaient étaient Erwin et les filles, qui planifiaient déjà quoi porter. À la fête, la supposition de leurs camarades s'est avérée vraie quand le duc Blake Roder ignora les autres et alla directement parler à Well. Le duc se présente comme Amadeus et salue Well. Il l'invite pour une discussion privée, mais à la surprise générale, Well invite aussi Louise, Ina et Erwin, justifiant qu'ils sont les membres de son groupe. À l'intérieur du manoir du duc, Amadeus présente Well à son magicien de cour actuel, Brantag Ringstadt. Brantag révèle qu'il a en fait senti la présence d'Alfred disparaître il y a 7 ans. Puisqu'Alfred était un mort-vivant, Brantag devine qu'il a enfin réalisé son souhait et trouvé un disciple. Well vient de la même région où Alfred est mort et il porte même son sac magique. Est-il donc le disciple d'Alfred ? Well admet que oui et raconte à Brantag les derniers instants de son maître. Brantag était triste qu'un enfant ait dû exorciser son propre maître, mais il est aussi reconnaissant à Well d'avoir donné la paix à Alfred. Well rend ensuite le contenu du sac magique, qui contenait les provisions de l'armée du duc lorsqu'il était allé dans la forêt autrefois. Après la réunion, Ena et les autres discutent de ce qu'ils venaient d'entendre. Ils ont honte d'avoir jugé Well par le passé. En réalité, Well était comme eux le fils de rechange de leurs parents nobles. Quand Well arrive, ils s'excusent tous auprès de lui. Ils admettent aussi qu'ils ne prévoyaient en fait que d'utiliser le pouvoir de Well pour améliorer leur propre vie en étant à une fête avec lui. Well rit et admet qu'il les a en fait juste utilisés plus tôt. Il ne voulait pas être seul avec ce duc un peu flippant, alors il les a fait venir. Cependant, il veut bien faire la fête avec eux, les autres rignent et l'acceptent joyeusement. Pendant ce temps, le duc arrive et informe Well qu'il recevra une prime de découverte pour avoir rendu les affaires d'Alfred à Sia. Cela totalise 1000 pièces d'or et il s'avère que Well héritera aussi du domaine d'Alfred. Plus tard cette nuit-là, Well prend un repas dans son nouveau manoir. C'était si grand qu'il se sentait à nouveau seul. Il se demande si les autres seraient prêts à vivre avec lui. Well et ses amis sont dans un dirigeable magique, volant dans le ciel en route vers la capitale. Ils vont assister au mariage de son frère Eric. Louise était si excitée qu'elle porte déjà sa tenue la plus flamboyante, prête à se frayer un chemin pour devenir l'employée d'un noble. Elle espère attirer tout noble qui pourrait l'engager comme servante. Arish épouse la famille Brandt, donc il devrait y avoir des nobles aux alentours. Pendant ce temps, Erwin s'accroche fébrilement à un poteau, non pas pour danser, mais parce qu'il ne fait pas confiance à un navire volant pour ne pas tomber du ciel. Brantag, qui agit comme leur guide vers la capitale, leur assure qu'un dirigeable magique ne tomberait jamais du ciel. Malheureusement pour lui, il parla trop vite car des nuages sombres remplirent brusquement le ciel. Et au milieu de cette tempête, un énorme dragon squelettique apparaît. Les passagers se transforment aussitôt en râleurs de première et se plaignent à l'équipage. Cependant, l'équipage les assure qu'ils se débarrasseront du dragon. Après tout, ils ont le grand magicien Brantag à bord. Pendant ce temps, à l'intérieur de la passerelle du navire, Brantag admet déjà sa défaite face au dragon. Il ne peut pas vaincre un dragon mort-vivant car il ne peut pas utiliser la magie sacrée pour le purger. Cependant, il connaît quelqu'un qui le peut.
Il se tourne alors vers Well. Well essaie de refuser, mais Brantag lui met la pression pour qu'il le fasse. Well utilise la magie de vol pour approcher le dragon squelettique qui lui crache rapidement un miasme sombre. Il est indemne grâce à une barrière placée à temps, mais les arbres en dessous d'eux ont tous pourri. Quant au dirigeable, Brantag maintient une grande barrière autour pour protéger les passagers de la bataille. Well commence à lancer de la magie sacrée, mais le dragon les remarque et charge pour une attaque. Ce qui s'ensuit est un jeu du chat et de la souris, alors que Well vole pour esquiver les griffes du dragon. Heureusement, il réussit à terminer son sort et le lance sur le dragon. Le dragon essaie de riposter, mais la magie de Well traverse son souffle acide et le touche directement. Le dragon ne voulait pas mourir seul. Qui le veut après tout ? Alors le dragon attaque Well avec sa force mourante. Well utilise à nouveau une barrière magique pour se protéger et quelques secondes plus tard, le dragon se désintègre et ses os tombent. Well commence à ramasser les os à l'aide de son sac magique et ce faisant, il voit une grande gemme rouge avec les os, c'était le cœur du dragon. Les passagers ont organisé une fête sur le navire et Brantag présente un ancien membre de son groupe, Eritario, qui est maintenant un marchand. Le lendemain matin, tout le monde est encore ivre de la fête de la nuit dernière, tandis que Well et ses amis regardent déjà vers l'horizon, où la capitale de Strutberg les attend. Après avoir débarqué, Brantag leur fausse compagnie, les laissant au bon soin d'Araterio. C'était juste à temps car les chevaliers du roi venaient d'arriver. Ils remercient Well d'avoir tué le dragon et l'invitent au palais. Ses amis le lâchent aux portes du palais et Well est laissé avec Araterio pour rencontrer le roi. Heureusement, le roi accorde juste à Well le 6e rang de baronnet en récompense. Chez Eriek, Brantag et les autres parlent de la promotion de Well. Arich ne peut pas croire qu'en si peu de temps, son petit frère surpasse maintenant même leur père en rang. En fait, Well peut même fonder sa propre lignée noble maintenant. Ena et les autres commencent à s'inquiéter que Well puisse arrêter d'être un aventurier, mais Brantag leur assure qu'obtenir un titre ne signifie pas que Well n'est plus libre de choisir ce qu'il veut faire. De retour au château, Well ressent déjà les tracas d'être un noble. Ils se disputent actuellement sur combien payer Well pour les os magiques et la gemme qu'il a pillée du dragon. Le cardinal Hohenheim est venu au secours de Well et a exhorté les nobles à simplement faire un compromis sur le prix. Pendant ce temps, Arutirio explique à Well que le cardinal et le lord maréchal Edgar essaient juste de s'attirer ses faveurs pour le faire prendre parti pour l'église ou l'armée. Le soleil se couchait déjà quand Well fut autorisé à rentrer chez lui. Mais devant le château, un homme crie sur Well et commence à faire tourner une lance comme une toupie. Et Roturio explique que ce doit être un chevalier espérant devenir son serviteur. Heureusement, le handspinner humain fut rapidement appréhendé et chassé par les gardes. Au mariage d'Eritrea, Well trouva ses frères aînés l'ère maussade. Il s'avère qu'ils n'avaient toujours pas reçu le cadeau de mariage de leur famille. Cela ferait paraître leur famille impolie aux yeux des autres nobles. Leur frère aîné Kurt vient de leur envoyer une lettre détaillant qu'ils n'ont pas d'argent. Ce qui est pire, c'est que cela ferait aussi passer le duc de Blicroder pour un mauvais. Normalement, un duc prêterait de l'argent à son vassal s'il n'en a pas, mais puisque leur père est trop fier pour demander un prêt, les gens pourraient penser que le duc Amadeus a juste refusé de leur prêter de l'argent. Voyant leurs visages inquiets, Well se porte volontaire pour payer le cadeau de mariage en leur nom. La cérémonie de mariage d'Arich fut un succès et Well applaudit joyeusement pour eux. Mais intérieurement, il sent qu'être un noble est trop de tracas. Heureusement, la fortune de Well a finalement changé après la fête. Arutirio lui donne un pot de quelque chose qu'il espérait acheter en ville. C'était un pot de graines de soja. Well le téléporte rapidement, lui et ses amis, chez lui. Ils passèrent ensuite toute la nuit à cuisiner le soja et Well utilisa même la magie pour accélérer sa fermentation. Tout cela pour qu'il puisse avoir de la soupe miso. Il partage ensuite le repas avec ses amis et sa famille, se promettant qu'il deviendra le meilleur noble qu'il puisse être. Le prochain épisode commence avec Well étant baptisé par le cardinal Hohenheim. En remerciement de l'avoir invité à leur religion, Well offre au cardinal un cadeau substantiel. À ce moment, quelqu'un frappe à la porte pour apporter du thé. Well fut immédiatement sous le charme en voyant la fille en uniforme de nonne. Elle se présente alors comme Élise, la petite fille du cardinal Hohenheim. Quand Well se lève pour se présenter, il ressent quelque chose d'étrange chez Élise. Il peut sentir qu'elle peut utiliser la magie. Le cardinal confirme ses soupçons et révèle qu'Élise peut en fait utiliser la magie de guérison sacrée. C'était impressionnant car même Well ne peut utiliser que la magie de purification sacrée. Élise aide actuellement en guérissant les blessés à l'église.
Et elle a même gagné le surnom de Sainte Hohenheim. Cependant, le cardinal Hohenheim veut en fait qu'Élise soit une fille normale et se marie. En fait, beaucoup de familles la demandent déjà en mariage. Well plaisante qu'il devrait peut-être se joindre à la compétition pour sa main. Cependant, il est encore mineur. Le cardinal est d'accord et lui demande s'il serait approprié qu'il se marie une fois qu'il sera majeur. Well rit en accord, mais son rire résonne seul. Ainsi, Well fut fiancé quelques minutes après avoir rencontré Élise. Après la réunion, le cardinal Hohenheim prend le thé seul dans son jardin. Lui et son majordome discutent s'il était intelligent de leur part de faire avancer rapidement les fiançailles de Well et Élise. Le cardinal Hohenheim a même déjà obtenu la permission du roi, donc même le duc Bleichroeder, le patron de Well, ne peut pas se plaindre. Plus important encore, ils ont déjà vu les avantages d'attacher Well à leur famille. Premièrement, le cadeau qu'il a donné était un coffre plein d'or, ce qui signifie que Well peut déjà voir le pouvoir que l'Église détient. En tant que famille détenant le rang de vicomte, faire épouser Élise à un baronnet s'avérera sûrement être un atout pour leur famille. Pendant ce temps, chez son frère, Well partage la nouvelle de ses fiançailles avec les membres de son groupe. Ils sont tous heureux pour Well. Mais Well est le seul insatisfait. Il voulait d'abord connaître une fille avant de se fiancer avec. Cependant, ses amis expliquent d'un mot que ne pas connaître son conjoint est en fait très courant. En fait, son frère Harish n'a rencontré sa femme que le jour de leur mariage. Alors maintenant, ils exhortent Well à fermer les yeux pour qu'il puisse lui mettre le maquillage de clown. Well, le clown, est actuellement déguisé car il voulait visiter la capitale sans que tout le monde essaie de le flatter. En fait, personne ne le reconnaît actuellement comme le tueur de dragons. Même s'il est au milieu du magasin, Erwin l'exhorte à acheter quelque chose pour sa future femme, ce qui fait se demander à Well ce qu'Élise pense de tout cela. Après sa virée shopping, Well marchait dans la capitale quand il a accidentellement rencontré le gars qui suppliait d'être son serviteur, le handspinner humain. Erwin l'assure que personne ne reconnaîtra Well dans sa tenue de clown, mais à leur surprise, le gars à la lance reconnaît les dents de Well. Les gens autour d'eux ont entendu et les chevaliers commencent à réclamer que Well les engage comme serviteurs. Pendant ce temps, le gars à la lance est sur le point de faire tourner son bâton à nouveau. Well se téléporte avant qu'une agitation ne se produise. De retour chez eux, Harish suggère à Well qu'il devrait juste engager un serviteur, déjà pour qu'il puisse décliner les offres des autres. Irwin propose rapidement d'être le serviteur de Well et Well l'engage sur le champ. Irwin était choqué tandis que Well sort juste le cadeau qu'il a acheté pour Élise et quitte le château. Pendant ce temps, Irwin est toujours debout, stupéfait de bonheur d'avoir juste obtenu un emploi de serviteur. Well se faufile dans le manoir des Hohenheim en se téléportant dans leur jardin. Le cardinal l'a presque attrapé, mais il s'est immédiatement allongé sur le sol. Quand Élise l'a vu, il lui a immédiatement attrapé la main et s'est caché avant que le cardinal ne puisse les voir tous les deux. Les deux se sont cachés sur le toit, où Well sort les biscuits qu'il a achetés pour Élise. Malheureusement, toutes ces cachettes ont écrasé les biscuits. Il cache les biscuits derrière lui et demande à Élise s'ils peuvent juste discuter un moment. Quand il lui demande ce qu'elle pense des fiançailles, Élise lui sourit juste et répond qu'elle trouve ça bien. Son grand-père avait choisi Well et elle est heureuse de devenir la femme du tueur de dragons. De retour chez eux, Irwin se vante auprès d'Aina et Louise d'être déjà le serviteur de Well. Les deux filles sont vexées car elles ont passé l'après-midi à faire du shopping pour des vêtements. Elles se demandent si elles devraient aussi demander à Well d'être ses servantes. Mais Irwin sourit et se pavane en disant qu'elles deviendront ses subordonnées puisqu'il était le premier serviteur. Quand Harish et sa femme apparaissent, Irwin est distrait tandis que Louise trouve une idée alternative sur comment elles peuvent surpasser Irwin. Tout ce qu'elles ont à faire est de devenir les concubines de Well. Quand Well arrive, Louise essaie immédiatement de le séduire avec ses nouveaux vêtements et ses mouvements de danse étranges. Well n'a aucune idée de ce qu'elle fait et quitte juste la pièce. Plus tard cette nuit-là, Louise coupe ses nouveaux vêtements pour mieux séduire Well. Ina complimente la détermination de Louise. Mais Louise admet qu'elle fait juste cela dans l'espoir que sa famille la reconnaisse quand elle réussira à ouvrir son propre dojo. Ina fut inspirée par sa motivation et décida de tout donner aussi. Pendant ce temps, Well vient de recevoir une invitation à dîner d'Élise. Le lendemain, Élise et Well partagent un dîner assez gênant. Après le repas, Well était sur le point de partir quand le majordome des Hohenheim se penche et conseille à Well de donner à Élise quelque chose pour commémorer leur premier rendez-vous. Ainsi, il se dirige vers une bijouterie voisine. Des bagues de différentes tailles et des gemmes ornent les étagères de la bijouterie. Pour Well, tout cela a l'air ringard et peu raffiné. Élise insiste doucement auprès de Well qu'il n'a pas besoin de lui acheter quelque chose de cher, mais Well l'assure qu'il a de l'argent.
Après tout, il a toujours la récompense qu'il a obtenue pour avoir vaincu le dragon. Il repère alors une bague assez simple dans un coin du magasin. Le propriétaire suggère qu'il devrait acheter autre chose car c'est trop simple pour une bague de fiançailles, mais Well peut voir comment Elise sourit en regardant la bague. Ainsi, il décide de l'acheter. Elle était en fait 6 fois plus chère que les normales car elle était faite d'une pierre magique. Après avoir acheté la bague pour Elise, il rentre chez... Dans la calèche, Elise demande à Well s'il savait en fait que la bague était faite d'une pierre magique. Selon le propriétaire du magasin, elle peut stocker une grande puissance magique, donc Well l'a probablement achetée, pour qu'Elise puisse être utile à l'avenir. Cependant, Well clarifie que tout cela n'était pas vrai. Il a juste choisi la bague parce qu'il pensait qu'elle conviendrait à Elise. Il admet alors à Elise que tout au long de son séjour dans la capitale, il était constamment épuisé par la pression d'être appelé un tueur de dragons. De même, il est étonné par Elise qui a pu supporter la pression d'être appelée une sainte depuis qu'elle est jeune. Il commence alors à mettre de la magie sur la bague et elle baigne la calèche dans une lumière rouge. Elle crée alors une illusion de lumière stellaire tout autour d'eux, étonnant Well. Pendant ce temps, Elise regarde juste Well, touché par la conversation sincère qu'ils viennent d'avoir. Plus tard, cette nuit-là, le cardinal Hohenheim demande à leur majordome son opinion sur Well. Le majordome admet que Well semble être une personne difficile à cerner. Cependant, il a remarqué que contrairement aux autres hommes qui traitaient Elise comme une sainte, Well l'a traitée juste comme une jeune fille normale. Irwin, Louise et Ina apprécient leur séjour dans la capitale. Irwin demande aux filles comment leur plan pour séduire Well se déroule, mais les filles insistent qu'elles ne sont pas prêtes. Well est déjà occupée avec Elise dans la capitale, alors elles le séduiront quand elles retourneront à Brightburg. À leur horreur, Elise arrive soudainement. Heureusement, elle n'a pas entendu ce dont elle parlait. Irwin l'informe que Well a été convoqué au palais. Cependant, Elise n'était pas là pour rencontrer Well, mais pour les rencontrer elle. Elle veut leur demander quel genre d'homme est Well. Pendant ce temps, au palais, le roi vient de demander à Well de tuer un autre dragon. Puisqu'il est toujours techniquement un noble sous la domination du roi, Well n'a pas d'autre choix que d'accepter. Le commandant des chevaliers explique à Well et Brantag leur plus récente expédition. Ils prévoient de développer la prairie de Palkenia voisine pour résoudre les pénuries alimentaires de la capitale. Malheureusement, cette prairie est le territoire d'un ancien dragon nommé Gregorland. Puisque seuls les mages peuvent résister au souffle d'un dragon, ils veulent enrôler l'aide de Well et Brantag pour chasser le dragon. Well est incertain si 2 mages peuvent vaincre un ancien dragon, mais le roi a un homme supplémentaire pour le travail. Un homme musclé fait irruption dans la pièce et les salue joyeusement. Il s'agenouille alors devant le roi et déclare farouchement que les 3 iront à la prairie de Palkenia à la fois et vaincront le dragon. C'est le magicien du palais, Armstrong. Malgré son apparence de guerrier, il est en fait un très fort mage. Les 3 partent alors, volant à travers le ciel vers la prairie. Armstrong est en tête, surprenant Well par sa vitesse. Ils se dirigent actuellement vers la garnison militaire à la frontière de la prairie de Palkenia. De là, ils finaliseront une stratégie et prépareront tout ce dont ils ont besoin avant d'affronter le dragon. De retour chez Arish, Erich met les autres au courant de la nouvelle mission de Well. Il s'avère que Well n'a pas été envoyé là juste pour se débarrasser du dragon. Une fois le dragon parti, les monstres vivant dans la prairie pourraient sortir en force et attaquer les villes voisines, donc Well devra aussi tous les exterminer. Il sera même autorisé à lever une armée temporaire pour le faire. Les autres demandent Bides du pourquoi un noble terrien avec une véritable armée n'a pas été celui assigné à la mission. Mais il s'avère qu'il y avait une raison politique à cela. Si un autre noble terrien le faisait, il pourrait demander la terre. Mais puisque Well est juste un noble de robe, ils peuvent juste le récompenser avec des médailles et de l'argent, tandis que la famille royale garde toutes les... Pendant ce temps, ils entendent une agitation devant les portes de leur domaine. Un groupe de chevaliers se rassemble toujours à l'extérieur, voulant être le serviteur de Well. À leur tête se trouve le hand spinner humain, faisant toujours tourner... Ce seront eux qui composeront l'armée temporaire de Well. Irwin plaint déjà celui qui dirigera ce groupe hétéroclite de chevaliers, mais Arish explique qu'Irwin sera en fait celui qui le fera. Puisque Wells est sur le terrain, son vassal, Irwin, doit prendre sa place. Irwin tente de refuser, mais les autres le rassurent. Il s'en sortira très bien. Ainsi, Irwin passe les jours suivants à mener l'armée vers la prairie de Palkenia. Leur armée temporaire est composée d'enfants de nobles ou de vassaux sans maître, tous espérant gagner gloire et prestige sur le champ de bataille pour s'élever dans la société. La nuit venue, Irwin partage sa tente avec les membres de son...
Les filles, elles aussi, sont plutôt anxieuses car c'est leur première bataille. Heureusement, elles n'ont qu'à affronter des monstres ordinaires, contrairement à Well, dont le baptême du feu fut contre un dragon squelettique, rien que ça. Une autre personne se présente pour rejoindre la campagne. C'est Élise, capable d'utiliser la magie de guérison. On leur a ordonné d'aider. Elle demande où est Well. Irwin lui explique alors que Well campe près de la tanière du dragon. À l'aube, ils commenceront à le tuer. Quand le jour se lève, Brantag et Armstrong observent la tanière du dragon. C'est un grand cratère rempli de roches étranges, comme des griffes géantes. Le sol se met alors à trembler, le dragon s'éveille de son sommeil. Les roches se fracturent, révélant le dragon vert. La bête pousse un rugissement d'un autre monde, signalant le début de la bataille. Armstrong lance rapidement son sort d'armure, se parant d'une cuirasse d'acier et armé d'un grand marteau. Il bondit ensuite dans les airs vers le dragon en plein vol et fracasse son marteau sur sa... Well est stupéfait par la force d'Armstrong. Armstrong utilise une magie qui convertit son pouvoir magique en puissance physique pure. De plus, la défense de son armure surpasse de loin leur barrière magique habituelle. Quand Armstrong projette le dragon au sol, Brantag prévient Well de se tenir prêt. Armstrong lutte avec le dragon, l'immobilisant, ce qui fait se demander à Well pourquoi ils ont même besoin. Brantag souligne que la magie d'Armstrong consomme énormément de mana et vite. S'il en manque, C'est pourquoi Armstrong essaie d'immobiliser le dragon au plus vite pour que Well puisse porter le coup. Armstrong fait signe à Well qui libère sa magie, immobilisant l'énorme dragon. Pendant ce temps, de retour avec leur armée, Élise observe l'horizon, songeuse en pensant à... Erwin et les autres arrivent alors avec le petit déjeuner, espérant la distraire de ses inquiétudes. Ils présentent même à Élise le plat préféré de Well, la soupe miso qu'ils ont préparée ensemble. Leurs plaisanteries réjouissent Élise, jusqu'à ce qu'un autre soldat arrive avec une nouvelle. Well vient de vaincre le dragon. Sur le terrain, Well range le cadavre du dragon dans son sac magique. Cette mission n'offre pas beaucoup de récompenses, alors il prévoit de vendre le cadavre du dragon pour gagner plus d'argent. Cependant, Armstrong et Brantag préviennent Well que le plus dur reste à venir. Après tout, Alfred lui-même n'a pas été vaincu par un ennemi puissant, mais par le nombre écrasant de monstres. Quelques heures plus tard, Élise est au camp s'afférant à soigner les blessés du mieux qu'elle peut. Il y a tellement de monstres que les soldats blessés du front ne cessent d'arriver. Les soldats disent d'une même que s'ils tiennent de la ligne, c'est uniquement grâce aux mages. Élise entend leur conversation et son inquiétude pour Well s'intensifie. Cependant, elle doit se concentrer sur sa tâche. Elle passe toute la nuit à soigner tous ceux qu'elle peut, utilisant même la magie de l'anneau que Well lui a offert. Après un moment, elle s'assied pour faire une pause bien méritée. Le chevalier devant elle la remarque et lui demande si elle est vraiment fiancée au tueur de dragons. Élise lui demande si Well est en sécurité au front, mais le chevalier l'assure que Well va bien et même c'est la seule raison pour laquelle il gagne ce combat. Le chevalier remarque que les héros comme Well sont vraiment au-dessus des gens ordinaires comme eux. Ces mots rappellent à Élise la conversation qu'elle a eue avec Well. Well n'aimait pas être appelé un héros à cause de la pression que cela implique. Elle est triste du sacrifice de Well, car il travaille toujours dur, faisant semblant d'être leur héros. Élise décide de rester à ses côtés et de faire sa part en tant que Sainte Hohenheim. Elle passe toute la nuit à soigner tout le monde et quand son mana s'épuise, elle demande même à un autre médecin des fournitures pour panser les plaies à l'ancienne. Heureusement, un soldat arrive bientôt, criant qu'ils ont gagné. Malheureusement, une équipe de secours est nécessaire car Sir Baumeister est blessé. Élise panique et court vers les soldats blessés. Elle appelle Well. Mais en passant devant le groupe, elle découvre que le blessé est en fait l'un des frères de Well. Une voix l'interpelle alors. Et c'était Well, l'air inquiet mais heureux de la voir. Élise est tellement soulagée que tout son stress la submerge d'un coup et elle s'évanouit. Quand Élise se réveille, Well est là, à ses côtés. Well dit à Élise qu'il a entendu au front comment elle a soigné tous les blessés renvoyés. Tous ont pu se battre jusqu'au bout grâce au pouvoir de la sainte. Well allait chercher de l'eau, mais Élise lui prend la main et lui dit qu'elle comprend son sentiment de ne pas être un... Peu après, Armstrong arrive et serre Élise fort dans ses bras. À la surprise de Well, Armstrong est en fait l'oncle d'Élise. Quelques jours plus tard, Well et les membres de son groupe emménagent dans une nouvelle maison. Grâce à leurs nouveaux exploits, ils finissent par rester indéfiniment dans la capitale. Élise passe leur apporter de la soupe miso et Well l'accueille.
Elle veut aussi clarifier quelque chose avec lui. Puisqu'il vit avec Louise et Ina, elle pensait qu'il était déjà fiancé à elle. Well explique rapidement qu'elles ne sont que des membres du groupe vivant ensemble, mais il en profite aussi pour lui demander son avis sur les concubines. Cependant, Elise était parfaitement d'accord, comme toutes les autres personnes à qui Well avait posé la question. Ainsi, il ne put plus refuser quand Louise et Ina lui proposèrent à nouveau de devenir ses concubines. Le prochain épisode commence par un autre mariage. Cette fois, c'est l'autre frère de Well, Helmut, qui épouse une femme d'un autre duché. Chacun d'eux monte en grade, en particulier Well qui attire l'attention de tout le royaume. Surtout maintenant que le royaume organise un tournoi. Tous les nobles sont censés y participer au moins une fois dans leur vie. Malheureusement, il n'y a que l'escrime, la lance, le tir à l'arc et le combat à main nue. En tant que noble, Well est censé savoir manier l'épée. Il devrait donc probablement s'inscrire à cette épreuve. Well se demande s'il pourrait améliorer son corps avec la magie comme Armstrong, mais Harish l'avertit que toute forme de magie est interdite. Chaque matin, Louise, Ina et Irwin font leur jogging. Irwin se plaint toujours au fil de l'injustice qu'elles utilisent de la magie pour s'améliorer, et comme il aimerait avoir assez de pouvoir magique pour faire... Pendant ce temps, elle remarque Well volant au-dessus d'elle, l'air sérieux et se dirigeant quelque part. Plus tard, Brandtag s'arrête pour informer les filles que le duc Amadeus leur a aussi ordonné de participer au tournoi. Elles devront livrer un combat digne de filles de nobles. Les deux jeunes femmes se lèvent rapidement et quittent la pièce. Elles doivent s'entraîner à se battre sans magie en vue... Pendant ce temps, Irwin continue de paresser sur le canapé. Même s'il est vaincu au tournoi, il n'a rien à perdre. Cependant, Brandtag souligne que s'il ne s'entraîne pas, les autres pourraient le considérer comme un fardeau pour leur groupe et le virer. Pendant le dîner, Well annonce que le précédent vainqueur du tournoi, Warren, a décidé de se retirer pour laisser les autres briller. Cela signifie qu'il leur sera un peu plus facile de gagner de la gloire dans le... Cependant, il demande aussi la permission aux autres d'ajouter Elise à leur groupe. Les autres acceptent Vandoxit volontiers, car la magie de guérison d'Elise serait assurément un atout précieux. Pendant ce temps, Erwin s'inquiète de sa propre position. Ainsi, il proclame haut et fort à tout le monde qu'il gagnera le tournoi et ne sera pas laissé pour compte. Le lendemain, Erwin donne le meilleur de lui-même pendant leur jogging, laissant les deux filles. Pendant ce temps, un Well à l'agonie tente de les rattraper. Ils font aussi des tractions et s'entraînent aux armes. Well n'arrivant pas à contrôler sa propre épée, même au coucher du soleil, les trois continuent leur entraînement tandis que Well est déjà cloué au lit d'épuisement. Irwin s'entraîne tellement que sa main saigne à force de tenir son épée et pourtant, il continue de s'exercer. Les filles commencent à penser qu'Irwin pourrait bien gagner tout. Malheureusement, ils reçoivent ensuite de mauvaises nouvelles concernant le tournoi. Il s'avère que le roi a ordonné à Warren de participer au tournoi pour servir d'obstacle à la jeunesse, un vrai défi. Irwin est attristé par cette nouvelle et se dirige vers sa chambre. Les filles essaient de le réconforter, insistant que même s'il ne gagne pas, ce serait bien. Cependant, il insiste que quelqu'un comme lui, sans magie, doit obtenir des... Les filles ne comprendraient-ils pas ses sentiments car elles ont de la magie. Ina et Louise sont blessées par ces mots et partent en silence. Le lendemain matin, Irwin demande à Well s'il va le virer du groupe s'il ne gagne pas le tournoi. Cependant, Well était stressé par autre chose. Il s'avère qu'Elise est aussi anxieuse à l'idée de rejoindre leur groupe. Contrairement à eux, elle ne s'est pas entraînée physiquement. Irwin réalise que tout le monde gère ses propres insécurités, alors il sort et s'excuse auprès des filles. Le jour du tournoi, tout le monde se dirige vers l'arène et Elise arrive même avec une boîte à lunch pour qu'ils puissent tous en profiter après leur combat. Pour son premier match, Well rencontre déjà de manière inattendue son plus grand adversaire, Warren, le commandant des chevaliers et ancien vainqueur du tournoi. Well sort son épée et durcit sa résolution, mais quand la cloche sonne le début du duel, Warren fonce en éclair et claque le pommeau de son épée sur l'estomac de Well, l'assommant instantanément. Quand il se réveille, il rejoint les autres pour le thé pendant que les membres de son équipe se battent dans leur propre manche. À chaque victoire, Irwin grimpe les échelons dans la division d'escrime, Ina dans celle de la lance et Louise dans la division de combat à main nue. Malheureusement, Louise a trouvé son Waterloo en demi-finale des préliminaires.
Brandtag salue ses efforts car elle a réussi à obtenir un classement honorable malgré son style de poing magique, un désavantage dans les duels sans magie. Quant à Ina, elle a réussi à atteindre les finales préliminaires de la division de la lance et, chose choquante, son prochain adversaire est le fidget spinner humain. Il s'enthousiasme en voyant Ina car cela signifie que Well pourrait regarder sa performance. Au début du duel, Bro s'avance et commence à attaquer Ina. Ina tente de contre-attaquer, mais Bro bloque sa lance avec la sienne. Il utilise ensuite son mouvement signature de fidget spinner et désarme. Ina rapporte sa défaite aux autres et les informe que le fidget spinner humain est en fait plutôt fort. Il s'appelle Rodrich et issu d'une famille de marchands, il s'y connaît aussi en comptabilité. Cependant, elle remarque que Well n'écoutait pas. Il s'était endormi car c'était lui qui avait préparé tous les plats qu'Elise avait apportés aujourd'hui. Pendant ce temps, Erwin venait de gagner sa demi-finale. Malheureusement, il a reçu une blessure assez profonde à l'épaule et pour couronner le tout, son prochain adversaire n'est autre que le commandant des chevaliers, Warren en personne. Les filles pansent les plaies d'Irwin tandis qu'un officiel l'exhorte à déclarer forfait pour le pro. Ses blessures sont trop graves pour qu'il continue. Cependant, Irwin a déjà pris sa décision de finir et de tout gagner. Les filles révèlent qu'elles savent en fait ce que Brandtag a dit. Erwin souligne que Brandtag dit juste la vérité, qu'il pourrait devenir un fardeau. Cependant, les filles lui montrent leur boîte à lunch et la nourriture que Well a préparée. C'est la preuve que Well ne les virerait probablement jamais de leur groupe. Irwin prend une bouchée et se lève. En tant que membre du groupe de Well, il ne veut pas reculer face à un ennemi. Quelques jours plus tard, Erwin et Ina commencent à s'entraîner sous la direction de... Quant à Louise, elle invite Well à s'entraîner avec elle et son maître. Ils doivent se préparer au maximum pendant les 2 prochaines années pour devenir des adultes et de véritables... À la surprise de Well, il s'avère que le maître de Louise est en fait Armstrong. Well réalise qu'il pourrait bien devenir une montagne de muscles comme eux, mais il rejoint joyeusement leur entraînement. 3 ans plus tard, dans la campagne du duché de Baumeister, la famille de Well tente en vain d'améliorer ses terres. Kurt examinait des documents fiscaux quand sa femme arriva avec des nouvelles. Des visiteurs étaient arrivés de la capitale. Kurt est surpris que des gens viennent d'un endroit si lointain, mais il s'agace en apprenant le sujet de leur visite. Son frère, Well, encore lui. Au château, le visiteur remet à Kurt une lettre de l'auditeur de la capitale. Kurt tend la lettre à sa femme avec dédain, devinant que c'est sûrement une autre demande pour rejoindre la famille de Well. Kurt dit avec colère au visiteur qu'il se fiche de la célébrité de Well. Cependant, sa femme pousse soudain un cri après avoir lu la lettre. Il s'avère que Well est mort après avoir exploré une... Quelques jours plus tôt, Well était devenu un adulte à part entière et un aventurier agréé. Il était si excité car par le passé, il était toujours sous la pression de ses obligations nobles, mais maintenant, il est enfin libre d'aventurer où bon lui semble. Pour leur première mission, Brandtag leur confie une requête du roi, explorer d'anciennes ruines. On dirait que Well est toujours le garçon de course du roi après tout. Le groupe de Well entre dans le donjon, Brandtag agissant comme conseiller. Brandtag les avertit que des aventuriers avaient déjà été envoyés pour explorer les ruines, mais aucun n'est revenu. La guilde a ensuite envoyé des vétérans pour vérifier les équipes précédentes, mais eux non plus ne sont jamais revenus. Ainsi, la guilde en est venue à la conclusion qu'il devait y avoir un dragon dans les ruines antiques, et qui de mieux pour vaincre un dragon que Well, le tueur de dragons lui-même. De plus, ils ont nommé leur groupe les Dragon Busters après tout. En marchant dans les tunnels, Well réprimande les membres de son groupe qui se cachent derrière lui. Erwin, cependant, souligne que seul Well a l'expérience des dragons et que s'il leur crache dessus, il mourrait à coup sûr. Pendant ce temps, Brandtag utilise la magie de détection pour reconnaître la zone avant de finalement pénétrer à l'intérieur des portes des ruines. Étonnamment, l'intérieur est vide une fois de plus. Sans aucun signe des aventuriers précédents, Brandtag sent soudain quelque chose et crie à tout le monde de sortir. Malheureusement, il était trop tard. Les portes s'étaient déjà refermées et un cercle magique apparut sous leurs pieds. Le cercle magique colle leurs pieds au sol, tandis que Brandtag crie à tout le monde de se préparer à tout ce qui pourrait arriver. C'était un piège laissé par l'ancienne civilisation. Soudain, chacun d'eux disparaît un par un. Elise essaie de saisir la main de Well, mais il disparaît aussi avant qu'elle ne puisse le faire. Quelques secondes plus tard, elle disparaît.
Quand ils se réveillent, ils sont maintenant dans une toute autre pièce. Un panneau sur le mur les accueille à une chose appelée pendaison inversée. Brantag suppose que la téléportation les a conduits au niveau le plus profond des ruines. Maintenant, ils doivent remonter pour sortir des ruines. Louise sourit à Well car il peut les téléporter n'importe où. Cependant, Well leur informe tristement que pour que son sort de téléportation fonctionne, il doit avoir une conscience totale de sa destination et de sa position actuelle. Malheureusement pour eux, ils n'ont aucune idée d'où ils se trouvent actuellement, il ne peut donc pas simplement les téléporter hors de là. La seule chose qu'ils peuvent faire est de monter les escaliers, ils montent au niveau suivant des ruines. Élise s'accroche à la cape de Well à la hâte, alors Well lui offre un sourire, la rassurant. Quand ils entrent dans une pièce à ce niveau, la porte derrière eux se ferme brusquement et les golems soldats à l'intérieur s'éveillent lentement. Well était sur le point de déchaîner sa magie, mais les autres l'arrêtent. Ils n'ont aucune idée du nombre d'étages à gravir, il serait donc sage de préserver la magie. Les trois guerriers détruisent les golems avec leur épée, leur lance et leurs poings. Pendant ce temps, Brantag et Well les soutiennent avec de la magie pour éviter qu'ils ne soient nos submergés. Après le combat, Élise soigne leurs blessures, Ina aperçoit des squelettes le long des murs de la pièce et Brantag devine qu'il s'agit des précédents aventuriers. Quand il se dirige vers le niveau suivant, il était aussi rempli de golems soldats. Ainsi, ils reprennent l'action, Well jetant un dernier regard triste aux aventuriers et se demandant combien de temps il leur faudrait avant de s'échapper. Dans le monde extérieur, le roi et Armstrong commencent à s'inquiéter pour le groupe. 5 jours sans nouvelles et d'autres nobles commencent à dire que Well est probablement mort. En fait, les nobles bavardent joyeusement de la disparition du baron Baumeister. Quelle bande de charognards! Quand le cardinal Hohenheim passe, ils expriment leur inquiétude pour sa petite fille, mais le cardinal Hohenheim les assure que Well et Élise sont toujours en vie. Quand le cardinal tourne au coin, il tombe sur le lord commissaire. Ils entendent alors les nobles rire depuis le couloir et se demandent qui répand les rumeurs de la mort de Well. À leur insu, la personne qui propage la rumeur est en fait le propre frère du lord commissaire, le baron Ruckner, l'actuel auditeur du château. Il ordonne aussi à ses hommes d'envoyer une lettre à Kurt l'informant de la mort de Well et espérant que ses fils hériteraient du titre de Well. Tout cela fait partie de son plan alambiqué pour remplacer son propre frère en tant que lord commissaire. De retour dans les ruines, tout le monde est exténué après 5 jours de combats incessants. Néanmoins, Well essaie de garder le moral en partageant un repas avec Élise. Ils alternent entre combat et repos. Avec seulement 2 heures de sommeil, ils progressent, mais ils ne peuvent pas tenir éternellement. Étage après étage, le groupe décime les golems qui les attendent. Cependant, la fatigue les rattrape aussi et leurs blessures. L'étage suivant présentait une pièce bien plus grande avec davantage de soldats, les forçant à dépenser encore plus d'énergie. Élise soigne un Irwin blessé qui se demande s'ils vont vraiment mourir bientôt. Élise le réconforte et Erwin réitère qu'il regretterait de mourir car il n'a pas encore gagné contre Warren, le commandant des chevaliers. Ces mots de regret résonnent en Élise. Et elle regarde Well avec envie. Avant d'entrer au prochain étage, Élise encourage Well et lui dit qu'ils s'échapperont bientôt, sinon elle regrettera de ne pas l'avoir écouté. Ces mots remontent le moral de Well et ils entrent au prochain étage, prêts au combat. Étonnamment, cet étage n'est qu'un vaste espace ouvert sans golem soldats en vue. Erwin crie de soulagement, mais Brantag reste méfiant. Au loin, il aperçoit une grande statue. La statue s'éveille lentement et déploie ses ailes, révélant sa forme de golem dragon. Brantag lance immédiatement une magie de barrière et quelques secondes plus tard, le souffle de foudre du dragon les frappe. Well lance sa magie pour soutenir le bouclier et malheureusement, des golems soldats réussissent à se faufiler derrière eux et à attaquer Ina. D'autres golems affluent dans des portes latérales et toute la pièce s'illumine. Ils sont maintenant encerclés avec le dragon devant et une armée de... Well et Brantag continuent de protéger leur groupe du souffle du dragon. Pendant qu'Erwin et Louise retiennent la marée de golems soldats, cela a donné à Élise juste assez de temps pour soigner Ina. Sa blessure était si grave qu'Élise a dépensé tout son mana, puis celui de son anneau magique, et a tout juste réussi à soigner Ina complètement. Si cette impasse perdure, le mana de Well et Brantag s'épuisera vite, et le souffle du dragon l'a. Ainsi, Well décide d'affronter le golem. Brantag doute qu'ils y parviennent, car le corps du dragon est entièrement fait de mithril.
mais il décide de faire confiance à Well. Il donne à Well le reste de son pouvoir magique et Well repousse le souffle du dragon avec un rayon magique bien à lui. Bientôt, Brantag n'a plus de mana et il sourit à Well. Well lui rappelait tellement Alfred. Il s'évanouit alors, laissant Well affronter le dragon seul. Les autres encouragent de Well, mais la force du dragon s'avère. Il était de nouveau repoussé par l'attaque du dragon. Sentant sa conscience s'estomper, Well s'excuse auprès de tous. Cependant, Élise lui annonce soudain qu'elle va lancer le sort Lumière Beuse. D'un mouvement rapide, elle embrasse Well sur les lèvres avant de s'évanouir. Well la rattrape et sent sa magie augmenter de façon exponentielle. Son attaque revient en force et frappe enfin le dragon qui s'effondre mort. Sa mort provoque l'arrêt de tous les autres golems dans la pièce, permettant aux autres de secourir Well et Élise, désormais inconscients. Quelques heures plus tard, Well se réveille lentement et voit Louise et Aina parler du combat. Lumière miraculeuse est un sort de guérison pour restaurer l'endurance, mais il peut aussi restaurer le mana dans des circonstances spéciales. Cependant, il ne nécessite pas de baiser, alors il se doute qu'Élise en a profité pour lui piquer un bisou. Après tout, elle aurait sûrement regretté de mourir sans avoir embrassé l'homme qu'elle aime. Quand Well et Élise se réveillent, ils retrouvent Brantag qui étudie ce nouvel endroit où il se trouve. Il avait appris que le créateur de ce lieu était un mage célèbre pour avoir créé des tonnes d'objets magiques. Il a probablement tout conçu pour tester les gens, voir s'ils étaient dignes. Dignes de quoi, au juste? Ils le découvriront bientôt. Erwin et les autres les appellent, leur disant qu'ils ont trouvé quelque chose de vraiment incroyable. C'était un immense chantier naval avec d'anciens dirigeables, les mêmes que leur royaume actuel utilise comme noyau pour alimenter leurs nouveaux vaisseaux. Non seulement ça, Erwin appuie sur un bouton et l'un des murs de l'entrepôt s'ouvre. Ils peuvent enfin s'échapper de ces tiques. Pour leur découverte de 7 anciens dirigeables, du chantier naval antique, des pierres magiques qui les alimentent, des golems soldats, des golems dragons et des documents de recherche les accompagnant, chaque membre du groupe de Well recevra 2 millions de pièces d'or, ce qui signifie qu'aucun d'entre eux n'aurait plus jamais à se soucier de l'argent. Well informe ensuite Armstrong qu'il quitte la capitale. Ils préféreraient baser leurs aventures autour de leur duché d'origine, Braidburg. Armstrong promet de traquer le coupable qui répand les rumeurs de la mort de Well, ce qui surprend Well car il n'avait aucune idée de ce qui se passait au château pendant son absence. Il semble que d'autres nobles étaient devenus jaloux du succès de Well et commençaient à répandre de vilaines rumeurs à son sujet. Ina intervient, ajoutant qu'elles sont elles aussi harcelées à cause de leur relation étroite avec Well. Et maintenant, elles reçoivent 2 millions d'or, ce qui attirera sûrement de plus en plus d'attention indésirable sur elles. Elle espérait en fait utiliser le système de la guilde pour contester la répartition de la récompense. Plutôt que de recevoir 2 millions chacune, elle préférerait tout redistribuer à Well. Et comme Élise est aussi la fiancée de Well, elle lui offre déjà... En résumé, Well est maintenant plus riche de 10 millions d'or. Pendant ce temps, au manoir de l'auditeur Ruckner, les nobles conspirant contre Well tiennent une nouvelle réunion. Ils ont décidé de mettre leurs ressources en commun pour enfin se débarrasser de cette nuisance qu'est Well. Devant le manoir de Well, une jeune fille encapuchonnée s'approche, elle espionne à l'intérieur et voit Well et les autres manger des biscuits. Well remarque le mouvement près de la fenêtre. Mais quand il regarde dehors, il n'y a personne. Néanmoins, il décide d'engager quelqu'un pour garder le manoir après leur retour à Braidburg. Le grand nombre de personnes en colère contre Well signifie qu'ils doivent engager quelqu'un de fort et de loyal. Ainsi, les autres suggèrent rapidement d'engager enfin la toupie humaine Rodrich comme vassal. Cela faisait 3 ans que Rodrich voulait devenir le vassal de Well, alors quand Well l'a finalement accepté, Rodrich n'a pu s'empêcher de pleurer de joie. Well remarque de nouveau quelque chose d'étrange à l'extérieur de la fenêtre, mais la fille retire rapidement sa tête et se cache. Plus tard ce jour-là, la fille essaie de les espionner à nouveau et les aperçoit en train de déjeuner. Malheureusement, les autres sentent enfin sa présence. Louise court rapidement à la fenêtre tandis qu'Erwin se place entre la fenêtre et Well. Mais quand il regarde dehors, l'espionne est déjà partie. Rodrich promet à Well qu'il trouvera l'espionne et lui conseille de quitter la capitale dès que possible. Cependant, Well répond qu'il ne peut pas faire ça car il a encore quelque chose. Pendant ce temps, l'espionne aux cheveux roses avait couru jusqu'à la ville. Cet après-midi-là, Well et ses amis visitent la Guilde de la Magie, le groupe qui étudiait le sort de téléportation que Well avait découvert dans les ruines antiques.
Le chercheur en chef Lucas les accueille chaleureusement et leur montre le cercle magique qui intéressait Well. C'était un nouveau prototype capable d'invoquer tout ce que l'utilisateur peut imaginer. Erwin sourit et devine qu'un voleur de culottes adorerait un tel appareil. Well s'avance pour utiliser le cercle magique. Il ferme les yeux et se concentre sur l'image qu'il désire. Quelques secondes plus tard, l'objet se matérialise enfin devant lui. C'était la culotte que portait l'une des mages. La mage frappe Well tandis qu'Elise... Well insiste qu'il a été distrait par toutes ces discussions sur les voleurs de culottes et que ce n'était pas vraiment ce qu'il voulait. Il essaie à nouveau et cette fois, il réussit. La lumière d'invocation était si énorme qu'il a probablement invoqué le slip d'un géant ou quelque chose du genre. Plus tard, l'espionne aux cheveux roses observe Well et ses amis sortir du bâtiment de la Guilde des Mages. Tirant un grand chariot, l'espionne essaie de les rattraper, mais Well se téléporte chez lui. Pendant ce temps, devant le manoir de l'auditeur Ruckner, Rodrich observe les nobles conspirant contre Well s'éloigner en calèche. Il aperçoit aussi Ruckner souriant méchamment à une fenêtre à l'étage. L'espionne est de retour au manoir de Well et quand elle regarde par la fenêtre, elle voit Well faire une énorme fête. On dirait qu'il organise une fête de départ avant de quitter la capitale en remerciement à toutes les personnes qui l'ont aidé. Parmi eux, le duc Amadeus Blickrotter, Armstrong, Brandtag et même le cardinal Hohenheim. Well apporte ensuite un grand plat rempli de sushis au thon. C'était en fait les objets que Well avait invoqués depuis le cercle de téléportation de la Guilde des Mages. Les nobles sont curieux de savoir comment manger ce plat étrange, alors Well leur montre comment le déguster et utiliser la sauce soja, une sauce qu'il a développée pendant 3 ans. Les visiteurs adorent de le goût, tandis que l'espionne derrière la fenêtre ne peut que les regarder avec envie. Pendant ce temps, Rodrich rapporte ses découvertes. L'auditeur Ruckner était à l'origine des rumeurs sur la mort de Well. Well est surpris car il n'avait même jamais parlé à l'auditeur, mais Rodrich explique qu'il était juste utilisé pour déloger le seigneur commissaire Ruckner avec qui Well a des liens étroits. Rodrich rapporte également comment Ruckner avait envoyé un messager à la famille de Well dans l'espoir que Kurt se sentirait redevable envers l'auditeur. Et quand les fils de Kurt hériteraient que du titre de Well, cela augmenterait à son tour l'influence de l'auditeur Ruckner. Heureusement, Rodrich promet qu'il a déjà des plans qui distrairont sûrement l'auditeur Ruckner dans les jours à venir. Dans son manoir, l'auditeur Ruckner apprend que des rumeurs selon lesquelles il aurait conspiré pour que Well meure dans les ruines antiques se répandaient dans toute la ville. Non seulement ça, le château avait entendu cette rumeur et convoque maintenant l'auditeur Ruckner. Bien sûr, c'était le plan de Rodrich d'utiliser une autre fausse rumeur pour riposter. Rodrich révèle aussi qu'il est en fait un fils bâtard de l'auditeur Ruckner. Elise arrive alors pour leur offrir du thon, mais l'espionne dehors voit ça et n'en peut plus. Elle fait irruption dans le manoir et commence à marcher d'un air menaçant. Erwin essaie de l'appréhender, mais elle le retourne juste comme une crêpe. Elle fonce ensuite droit sur Well, mais à sa surprise, elle s'arrête à table et mange une... Le lord maréchal Edgar, maréchal du royaume, s'avance alors et présente la jeune fille comme Wilma, sa fille. Wilma révèle qu'elle enquêtait juste sur Well pour voir s'il rire. Elle a vu tout le délicieux thé, les gâteaux et les sushis que Well avait mangé toute la journée, alors elle peut dire avec plaisir à Well qu'il a réussi son test. Elle s'en va ensuite avec Elise chercher plus de nourriture. Edgar s'excuse pour le comportement de sa fille, tandis que Brandtag remarque qu'il sentait que Wilma était atteinte du syndrome du héros. Cela signifie qu'elle a toujours de la magie circulant dans ses muscles, la rendant extrêmement forte mais lui donnant aussi un appétit gargantuesque. Ina et Elise prennent immédiatement Wilma en affection, les deux voulant nourrir la jeune fille affamée de thon gras. Edgar espérait en fait que Well engage Wilma comme garde du corps. Il la lui offre même en mariage. Well rejette son offre et essaie de souligner qu'il veut juste retourner à l'aventure et chasser des monstres dans leur duché. Cependant, cela fait réaliser quelque chose à Edgar et il demande au duc Amadeus s'il compte vraiment faire chasser des monstres à Well. Le duc Amadeus sourit et dit à Well, confus, qu'il a en fait une mission pour lui. Tout cela s'est passé ces derniers jours. De retour au présent, Kurt venait d'ouvrir la lettre leur annonçant la mort de Well. Elle détaillait aussi comment leur fils pourrait hériter du titre que Well avait laissé derrière lui. Kurt rit de sa soudaine bonne fortune, mais sa femme crie soudainement en voyant quelque chose dehors. Quand Kurt a regardé dehors, c'était Well et ses amis. Brandtag a mené la discussion entre le groupe de Well et son père. Ils expliquent comment, il y a 15 ans, l'ancien duc Blickrotter a mené une expédition dans leur forêt à la recherche de médicaments.
Malheureusement, cette expédition a entraîné la mort de 2000 soldats. Les cadavres de ces défunts étaient maintenant devenus des zombies et le duc actuel Amadeus venait d'engager Well pour les purifier. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est discuter de la gestion des monstres. Puisque la forêt enchantée est sous le territoire de Baumeister, ils recevraient un pourcentage des ventes des matières premières obtenues. Le chef du village, Klaus, intervient en disant que le pourcentage normal est de 30, mais Kurt exige que cela soit porté à 50%. C'était absurde, et Brandtag explique même qu'ils sont prêts à leur rendre tous les objets récupérés des soldats de Baumeister. Hermann, le deuxième frère, essaie de plaider auprès de Kurt pour qu'il soit raisonnable avec le pourcentage. Mais Kurt était inflexible. Il argumente que leurs soldats n'avaient pas beaucoup d'objets, donc ils n'obtiendraient probablement pas grand-chose. De plus, ils avaient déjà organisé des funérailles pour eux, et Lise remarque que des funérailles ne donneront pas la vraie paix aux morts à moins que leurs cadavres ne soient purifiés. À ce titre, elle est prête à organiser de nouveau les funérailles après le succès de leur mission. Kurt la snobe et lui demande si elle n'est pas juste après l'argent des dons de l'église. Exaspéré par son attitude, Erwin frappe sa main sur la table. Well intervient rapidement et essaie de calmer le jeu entre les deux parties. Cependant, les autres amis de Well soulignent qu'ils sont là pour négocier avec le seigneur, pas avec son héritier. Kurt était sur le point de répliquer à nouveau, mais heureusement, nous avons tous été sauvés par le grand gargouillement de l'estomac de Wilma. On dirait qu'elle veut de la fameuse soupe aqueuse de Baumeister. Cette nuit-là, Kurt a tenu une réunion séparée avec les hommes Toir. Les hommes sont en fait heureux à l'idée que leur fils et frères soient enfin en paix et purifiés. Mais Kurt insiste que Well est juste là pour un travail, il ne rentre pas à la maison. Le frangin est vraiment parano pour sa place. Pendant ce temps, ceux restés au château Dean. Hermann explique à Well que leur frère aîné est devenu problématique après le départ de Well. Kurt avait toujours eu peur que Well revienne et lui vole sa position d'héritier. La femme d'Hermann, Marlène, alors arrive avec la nourriture. Wilma bave devant toute la nourriture, tandis que Marlène gronde Hermann de ne pas avoir offert de l'alcool à Brandtag. Brandtag refuse, ce qui surprend tout le monde. Pendant ce temps, Marlène encourage aussi Well dans sa mission. Il s'avère que son grand-père est l'une des personnes tuées lors de l'expédition il y a 15 ans. Well promet de rendre tout ce qu'il trouvera appartenant au grand-père de Marlène, ce qui fait que Marlène loue la gentillesse de Well et souhaite qu'il soit l'héritier. Pendant ce temps, les autres commencent à s'inquiéter d'être pris dans une crise de succession. Le lendemain, le groupe de Well se dirige vers la forêt enchantée pour commencer leur mission. Ils commencent à lancer des insultes. Malgré leur état de zombie, les morts vivants savent quand ils sont insultés et commencent à sortir en masse. Les zombies semblent avoir apporté un filtre rouge, car tout est soudainement devenu écarlate. À l'arrivée des zombies, Elise sort un cercle magique et, avec Well, commence à lancer de la magie. Une barrière de purification s'élève autour d'eux. Quand les zombies passaient la barrière, ils disparaissaient. Erwin se sent inutile puisqu'ils ne font rien, mais Brandtag leur dit que collecter les biens des morts fait aussi partie de leur mission. Cela continue jusqu'à ce que la plupart des morts vivants soient enfin partis. Même l'ancien duc est apparu et a été purifié en touchant la barrière. Maintenant, le seul qui reste est le grand-père de Marlène. Il l'attendait quand un mort-vivant a atterri brusquement à leur emplacement. Le Wyvern attaque, mais d'un coup de hache, Wilma décapite le dragon. La magie de purification commence alors à agir. Pendant ce temps, de plus en plus d'animaux morts-vivants apparaissent. Le groupe passe à l'action et les tue tous. Quelques heures plus tard, tout le monde est fatigué et leur magie de purification disparaît. Malheureusement, le grand-père de Marlène arrive avec un timing de star et choisit ce moment pour apparaître. Well s'approche du mort-vivant et à leur choc, le mort-vivant parle. Le mort-vivant avait évolué en liche. Il leur demande des nouvelles de sa petite fille. Alors Well explique qu'elle va bien, pas Well le personnage principal, mais Well comme elle se porte bien. Le mort-vivant laisse alors tomber son épée et permet à Elise de le purifier paisiblement. Après le succès de leur mission, ils ont ramené tous les biens des morts-vivants à leur famille. Les villageois remercient Well, mais Kurt arrive soudainement pour faire une annonce. Il ordonne aux gens de remettre toutes les armures et épées collectées. Les villageois étaient réticents car ils espéraient enterrer les armures puisqu'ils ne pouvaient pas enterrer leurs proches, mais Kurt insiste que leur territoire manque du métal nécessaire pour cultiver leurs terres. Pour satisfaire les deux parties, Well invoque un grand bloc de fer et le donne à Kurt. Kurt était agacé, mais comme Well devait partir après sa mission, il s'est juste éloigné.
Le duc Amadeus promet à Well qu'ils identifieraient les propriétaires du reste des biens. Well était soulagé que la mission soit enfin terminée, ce qui signifie qu'il peut enfin laisser derrière lui le conflit qu'est sa vie de famille. Malheureusement, le duc lui ordonne de rester en attente. Alors que Well et son groupe partent, le duc Amadeus et le seigneur commissaire Ruckner les observent. Leur plan est toujours en cours. À leur retour, le chef du village leur a demandé s'ils voulaient assister aux funérailles le lendemain. Élise dirige la cérémonie tandis que les villageois se mettent encore plus en colère contre Kurt pour ne même pas avoir assisté aux funérailles de son propre peuple. Un grand dîner a été organisé en ville en souvenir des défunts et les villageois ont offert du vin à Well. Well refuse et insiste pour qu'il l'offre à Brantag, mais Brantag avait déjà refusé plus tôt, ce qui semblait étrange à Well. Il aperçoit ensuite la femme de Kurt, Amélie, et ses fils rendre hommage aux morts. Ses fils étaient émerveillés en rencontrant Well et ils lui ont demandé quelques-unes de ses histoires. Ina et Louise font un spectacle en racontant les exploits de Well, tandis que Well leur offre ensuite des bonbons faits maison. La célébration était terminée et il était tard dans la nuit quand le chef du village a retrouvé Well. Il s'approche discrètement de Well et lui demande de devenir l'héritier du territoire. Well est surpris, mais le chef du village insiste que c'est ce que tout le monde veut et qu'il n'aurait aucun avenir sous Kurt. Well lui dit qu'il veut juste être un aventurier, mais le chef du village souligne qu'il peut simplement laisser un vassal comme Rodrich gérer les responsabilités quotidiennes. De cette façon, Well peut toujours partir à l'aventure tout en heure. Brantag apparaît brusquement et informe aussi Well que c'est également le souhait de la famille royale. Brantag révèle à Well tous les détails du plan du roi. Il s'avère que la couronne voulait développer la partie sud du royaume depuis plusieurs années déjà. Malheureusement, cela n'avait jamais été accompli, car les seigneurs de ces terres étaient tous des gens ordinaires depuis des générations, et maintenant, le dernier héritier est à la fois ordinaire et une vraie plaie à gérer. Ils ne peuvent pas non plus simplement ordonner à son père de se retirer, car chaque seigneur du pays se mettrait en colère, craignant d'être le prochain. C'est alors que la couronne a mis en œuvre son dernier plan. Ils ont renvoyé Well auprès de sa famille pour provoquer son frère à agir. Ensuite, il ferait prendre une retraite anticipée à leur père pour qu'il assume la responsabilité des actions de son héritier. Cela ouvrirait la voie à Well pour devenir le seigneur, lui qui est maintenant bien plus célèbre auprès des paysans pour sa mission de purification de leurs proches défunts. Brantag n'a même pas bu d'alcool pour s'assurer que Well serait en sécurité malgré les manigances de son frère. De plus, tout l'argent de récompense que Well a reçu est en fait destiné à la préparation du développement de la terre. Le lendemain matin, Well partage le complot de la couronne avec les membres de son groupe. Ils sont surpris que Well agonise sur la décision, car Well suit habituellement les ordres du roi. Cependant, ils comprennent vite en voyant Well jouer avec ses neveux. Si Well acceptait de devenir seigneur, ses enfants perdraient leur avenir de noble. Malheureusement, ils n'ont jamais remarqué que le chef du village écoutait leur conversation. Ce soir-là, une agitation interrompt le dîner de Well. Les villageois étaient arrivés voulant parler à leur seigneur et le pétitionner pour nommer Well comme héritier. Hermann essaie de faire entendre raison aux villageois, mais ceux-ci insistent qu'ils n'ont peur d'aucune punition. Il supplie Well de prendre la décision avant qu'il ne parte demain. Well est confus car il n'avait fait aucun plan de départ. Pendant ce temps, Brantag remarque que le chef du village les observe depuis les buissons. Il le confronte et le prévient que la couronne n'aime pas que les citoyens interfèrent avec leurs propres plans. Le chef du village cède à son avertissement et s'éloigne. Cependant, il prévient aussi Brantag de se méfier de la femme de Kurt, Lady Amli. Sa vérité sonne juste car à ce moment-là, Lady Amli observe la confrontation dehors depuis sa fenêtre. Amli surprend aussi Kurt parlant aux quelques citoyens. Elle est témoin de la façon dont Kurt ordonne que ceux qui commettent une trahison contre lui soient sévèrement punis. Le lendemain matin, Well réfléchit toujours profondément à ce qu'il doit faire. Il apprend aussi de Brantag que s'il accepte le poste, Kurt ne serait pas exilé, mais réduit au silence de façon permanente pour éviter les complications. Lors de sa prochaine rencontre avec Kurt, Well tente à nouveau de trouver un compromis. Il demande à Kurt des terres non développées une fois qu'il sera seigneur. En échange, Well lui promet de l'aider à monter en grade et même de lui fournir des fonds. Ainsi, la vie de chacun s'améliorerait et toute leur famille progresserait. Kurt hériterait toujours de toutes les terres qu'ils possèdent actuellement, tandis que Well devrait prendre en charge les terres non développées. Kurt fut dégoûté par son offre. Il suppose que Well veut juste l'escamoter et lui voler progressivement son autorité. Il ordonne également à Well de partir. Dehors, Well tombe sur Amli.
Well, lui, avoue que son compromis ne rendrait personne heureux, mais c'était le meilleur moyen d'éviter de blesser qui que ce soit. Maintenant, il ne sait plus quoi faire. Hamlee voit sa souffrance et lui révèle qu'elle ne se soucie de rien tant que ses enfants sont en sécurité. En fait, même maintenant, elle essaie de les rapprocher de Well pour qu'il ne leur retire pas leur noblesse. Well la remercie pour la conversation et s'en va. De retour chez lui, Well annonce à ses amis qu'il acceptera le poste de seigneur. Cependant, il ne laissera personne mourir. Alors il leur demande leur aide. Tous lui sourient et l'assurent qu'ils seront toujours à ses côtés. Le lendemain, chacun d'eux ouvre un bazar en ville. Well vend des condiments faits maison, Louise des vêtements, Ina de l'artisanat et Irwin des armes. Les habitants affluent immédiatement pour acheter leurs marchandises. Les partisans de Kurt sont frustrés car Well leur volait tous leurs clients et ils expriment rapidement leur plainte à Kurt. Ils demandent à Kurt s'ils devraient simplement tuer Well, mais Kurt les fait vite taire. Ils font face à un magicien et ils mourraient tous à coup sûr s'ils faisaient ça. Les partisans de Kurt retournaient au village quand Well apparut brusquement devant eux. Ils ont été encerclés. Le lendemain matin, le dernier homme de main de Kurt rapporte l'embuscade à Kurt. Cependant, ils n'ont pas été blessés, mais tous les hommes de main de Kurt s'étaient eux maintenant retournés contre lui. Well leur avait offert des fonds et même une formation pour améliorer leur magasin. Well espère que cela pousserait Kurt à enfin agir. Pendant ce temps, lui et Roderick cherchent d'armes de bons endroits pour Hamlee et ses fils une fois que tout le scandale éclatera. Quant à Kurt, il prévoit de l'envoyer dans une église afin qu'il ne soit pas tué par la couronne. Tout ce que Well doit faire est de convaincre le cardinal Owen. Concernant d'autres préoccupations, Roderick rapporte que de plus en plus de gens demandent des entretiens avec Well. Le Lord Commissaire Ruckner et le Lord Maréchal Edgar sont déjà proches de Well, alors d'autres nobles essaient de se rapprocher de lui à mesure que l'équilibre des pouvoirs change. Pendant ce temps, un autre complot est également en cours. L'auditeur Ruckner remet un artefact à son subordonné et lui ordonne de le livrer à Kurt. Quelques jours plus tard, Kurt était en colère quand une seule personne arriva à leur réunion. Tous les autres soutiennent maintenant Well et la dernière personne admet qu'elle a elle aussi reçu une offre de Well pour s'entraîner dans la capitale. Il quitte rapidement la pièce, laissant Kurt désespéré sans autre choix. Kurt prend son couteau et se prépare à tuer Well. Cependant, une voix lui demande si cela suffirait. C'était le subordonné de l'auditeur. Le subordonné de l'auditeur lui donne alors un artefact et explique que c'est un objet magique appelé la flûte du dragon. Après avoir remis l'artefact, le subordonné de l'auditeur s'excuse auprès de Kurt de lui avoir donné des informations erronées concernant la mort de Well. En guise d'excuse, il lui donne l'artefact sans aucun paiement monétaire. Tout ce qu'ils veulent en échange, c'est qu'il les favorise lors des négociations pour les terres non développées. Kurt sourit et accepte joyeusement. Quelques jours plus tard, Brandtag sans Kurt arrivait. Ils avaient laissé courir des rumeurs selon lesquelles Well entrait seul dans la forêt et ils espéraient tapater Kurt pour qu'il l'attaque enfin. Leur plan pour impliquer Kurt dans un scandale est maintenant dans ses dernières étapes. Ils sont en fait surpris que Kurt soit venu seul, mais Brandtag devine que cela signifiait probablement que Kurt avait un atout dans sa manche. Well s'approche de Kurt au milieu de la forêt et prétend qu'ils se sont juste rencontrés par hasard. Cependant, Kurt dénonce son jeu d'acteur et crie aux serviteurs de Well d'apparaître. Ainsi, tous les autres n'ont eu d'autre choix que de sortir de la forêt. Kurt soupire d'exaspération devant son plus jeune frère. Il a pu tuer un dragon géant, gagner le titre de baron et maintenant, il essaie même de lui voler sa position d'héritier. Il avertit Well de ne pas bouger et menace de souffler dans la flûte du dragon qu'il... Les yeux de Brandtag s'écarquillèrent en voyant l'artefact. Il explique rapidement à Well que la flûte du dragon peut invoquer des dragons en y soufflant. Celui qui a nommé cette flûte est un génie ou un sacré farceur. Eno fait remarquer que combattre des dragons n'est pas nouveau pour eux, mais Brandtag rétorque qu'ils n'en ont jamais affronté plus d'un à la fois. Si Kurt soufflait dans cette flûte, tous les dragons des montagnes voisines convergeraient immédiatement sur eux et même la puissance magique considérable de Well ne durerait pas longtemps. Elise essaie de faire appel à la compassion de Kurt en lui rappelant que les dragons attaqueraient aussi les citoyens, mais Kurt ne s'en soucie plus. Dans son esprit, même si sa famille meurt, il peut juste en créer une autre. Il volerait les biens de Well, se ferait un grand héros, et quand les femmes afflueraient vers lui, il aurait juste un nouveau fils, et tout serait comme il se doit. Well ne peut pas bouger face aux menaces de Kurt, alors Brandtag décide de faire son propre mouvement. Alors que Kurt continue ses divagations et plaintes folles, Brandtag l'attaque brusquement avec un laser magique. Cependant, le laser semble rebondir sur la flûte.
Kurt sourit étrangement et souffle dans la flûte. Le ciel commence à gronder et des fantômes s'élèvent du sol tandis que Kurt joue un air absolument dément. Franchement, il aurait dû monter un groupe au lieu de devenir noble. Malheureusement pour Kurt, les fantômes ont commencé à l'encercler. Well était sur le point de sauter à son secours, mais Wilma le retient, l'empêchant de se mettre en danger. La flûte, il s'avère, n'était pas vraiment une flûte de dragon. Brandtag avait déjà des soupçons. Puisqu'une flûte de dragon est un objet légendaire et n'est pas si facile à obtenir, Brandtag émet l'hypothèse que la flûte est en fait une flûte de malice. Une fois qu'une flûte de malice est utilisée, elle attire la malice des environs et donne à l'utilisateur assez de pouvoir pour vaincre son ennemi. Cependant, l'utilisateur finirait par devenir un mort-vivant. Pendant ce temps, Kurt continue de jouer de la flûte tandis que des pensées sombres remplissent sa tête. Sa vue devient littéralement rouge en regardant Well. Les fantômes convergent alors autour de lui et le transforment en un monstre gigantesque avec Kurt comme noyau. Brandtag exhorte Well à lancer rapidement sa magie sacrée et insiste sur le fait que son frère est déjà mort. Cependant, Well ne peut que fixer son frère tandis que le monstre lui assène un coup de poing avec son poing semblable à un rocher. Le poing fut bloqué par une lumière dorée alors qu'Elise s'avançait pour purifier. Malheureusement, le monstre était trop fort et Elise fut repoussée. Elise était prête à se sacrifier pour arrêter le monstre, mais Well sortit enfin de sa torpeur à son aide. Il demande à Elise d'étendre la magie comme il l'avait fait dans la forêt enchantée. Avec un dernier regard sur le corps de son frère, Well commence à libérer sa magie. La lumière dorée recouvre bientôt tout le monstre et il est purifié, ne laissant que la flûte magique au sol. Pendant ce temps, l'esprit malveillant de Kurt traverse le royaume. Dans son manoir, l'auditeur Ruckner discute d'utiliser son fils Rodrich contre Well quand l'esprit fait soudainement irruption par la fenêtre. Il se dirige directement vers Ruckner et l'attaque. Le lendemain, des chevaliers ont bouclé le manoir de Ruckner. Well et Rodrich sont également là et apprennent que Ruckner ainsi que ses conspirateurs sont morts à cause de l'esprit. Quant à l'esprit, il a déjà été purifié par des prêtres. Il semble que l'esprit faisait partie du monstre que Well a purifié, mais il y a été guidé par la haine de Kurt. Malheureusement, une rumeur circule déjà selon laquelle c'est Kurt qui a fait toutes ces choses. Cela signifierait qu'il serait difficile pour Amelie et ses fils de s'y installer. Finalement, Amelie et ses fils ont déménagé et ont vécu avec Hermann. Well détestait qu'on l'appelle un héros, mais maintenant il ne pouvait même pas sauver une seule personne. Il méprise aussi la façon dont chaque noble a son propre programme et complote dans le dos des autres. Cependant, Brandtag souligne que Well lui-même est un noble avec ses propres complots. Cela fait réaliser à Well sa propre hypocrisie et il passe toute la journée en silence, à réfléchir en se promenant en ville et même pendant le dîner entouré de ses amis. Plus tard cette nuit-là, Well demande à Elise s'il lui a déjà semblé déconnecté de la réalité. Elise admet qu'elle a en fait remarqué que Well agissait étrangement, parfois Well se sent si loin d'elle, même quand il est tout près. Well réalise qu'il doit encore penser que son ancienne vie était sa vraie vie, et non celle-ci, qu'il n'a pas encore accepté la réalité de ce monde. Elise tient la main de Well. Il promet qu'à partir de maintenant, il essaiera de devenir un noble digne de ce nom. Lorsque Well fut ensuite convoqué par le roi lui accorda toutes les terres non développées confisquées au dôme des chevaliers Baumeister. De plus, il demande aussi à Well ce qu'il veut comme récompense. À son tour, Well mentionne que 12 postes nobles s'étaient ouverts en raison des décès au domicile de l'auditeur Ruckner. Ainsi, il souhaite pouvoir accorder lui-même 2 de ces postes. Le visage du roi devient sérieux, car le roi devrait être le seul à pouvoir accorder des titres. Le Lord Maréchal Edgar le réprimande pour son audace et le cardinal Hohenheim lui ordonne de retirer sa demande. Cependant, Lord Edgar insiste alors pour qu'ils accordent les terres non développées à quelqu'un d'autre. Lord Amadeus prend la parole pour défendre Well, mais les autres l'accusent de ne chercher qu'à agrandir son propre duché. Les nobles recommencent à se disputer jusqu'à ce qu'Armstrong leur crie de se taire. Il ordonne ensuite à Well de retirer sa demande aussi, car il a clairement troublé la paix du palais. Au lieu de cela, Armstrong demande au roi de lui accorder lui-même une partie des terres non développées. Le roi reprend finalement le contrôle de la conversation et rejette l'offre d'Armstrong. Il réitère plutôt que Well serait celui qui développerait ces terres. Pendant ce temps, Armstrong fait un clin d'œil secret à Well. Son plan pour aider Well a fonctionné. Cela prouve qu'Armstrong n'est pas seulement Armstrong, mais aussi arme intelligent. Ainsi, le roi accorde à Well le droit de conférer 2 titres nobles ainsi que d'élever son rang au titre de comte et tout le monde applaudit.
Plus tard, le roi sourit en complimentant à quel point Well était devenu intelligent. Il félicite le jeu d'acteur de tous, mais réprimande Armstrong pour avoir été trop évident. Armstrong rit bruyamment, on dirait que le roi avait réussi à voir clair dans tout leur complot. De retour à la campagne, Well dit à Hamley qu'il prévoit d'accorder les 2 titres nobles à ses fils quand ils atteindront l'âge adulte. Les yeux d'Hamley pétillent de surprise agréable et elle dit à Well que ses fils comprendraient que la mort de leur père était due aux propres méfaits de Kurt. Pendant ce temps, Well commence le projet de développement de ces nouvelles terres. En fait, c'était exactement la même scène qui s'est produite au début de l'épisode 1, un petit clin d'œil, n'est-ce pas ? Il prévoyait de défricher plus de terres, surtout pour l'église parrainée par le cardinal Hohenheim et les installations que le lord commissaire Ruckner, le lord maréchal Edgar et le duc Amadeus prévoient de construire. Tout cela en échange de leur soutien et de leur aide pour que Well obtienne plutôt le droit d'accorder les 2 titres nobles. Cependant, il ne pourrait tard ou pas intervenir sur une chose spéciale. Well sort un plan et y sont dessinés les plans d'un atelier complet de miso et de sauce soja. Les autres commencent bientôt à arriver avec leurs propres requêtes pour la journée, rendant Well confus mais heureux de sa nouvelle vie de noble bien remplie. Cette nuit-là, Well partage joyeusement un repas avec ses amis et il réalise qu'être le 8e fils n'était finalement pas si mal.